Depuis le décès de ma femme il y a 5 ans, c'est juste nous deux contre le reste du monde ici, en périphérie de Lyon. Camille a 22 ans, elle est étudiante en école d'infirmière et enchaîne les doubles services dans une brasserie juste pour payer son loyer et éviter que son compte ne soit à découvert. C'est le genre de jeune femme qui vous donnerait sa propre veste même si elle mourait de froid. Je l'ai élevée pour qu'elle valorise l'intégrité plutôt que l'argent facile. Une leçon qui ressemblait parfois à une malédiction dans le monde impitoyable dans lequel nous vivons. Je travaillais comme chef d'équipe dans un immense centre de distribution logistique. Ce n'était pas un travail prestigieux. C'était bruyant, poussiéreux et physiquement exigeant. Mais ça payait le crédit immobilier. Je mettais un point d'honneur à mener mon équipe avec rigueur. Je vérifiais chaque bordereau d'expédition, m'assurais de chaque scellé et traitais mon équipe avec respect. Dans une industrie où l'on prend souvent des raccourcis, j'étais la vieille garde, l'homme qui refusait de fermer les yeux. Je pensais souvent à la fragilité de l'honnêteté. Il faut toute une vie pour se bâtir une réputation et une seule seconde pour la briser. Je ne savais pas alors que ma propre réputation était déjà dans le viseur, ciblée par des personnes à qui je serrais la main tous les jours. L'atmosphère à l'entrepôt avait changé 6 mois plus tôt, lorsque la direction générale avait envoyé un nouveau directeur régional nommé Arnaud. Arnaud était un homme qui portait des costumes coûtant plus cher que ma voiture et qui souriait avec la bouche, mais jamais avec les yeux. Il était obsédé par la rentabilité et la fluidité des stocks, un jargon d'entreprise qui signifiait généralement virer de bons employés et ignorer les protocoles de sécurité. Sous sa direction, les inventaires ont commencé à devenir flous. Des appareils électroniques de grande valeur disparaissaient du système, marqués comme endommagés pendant le transport, pour ne jamais être revus dans la pile de rebut. J'avais fait part de mes inquiétudes, bien sûr. C'était mon travail. J'ai envoyé des emails à Arnaud pour demander des éclaircissements sur des expéditions manquantes d'équipements audio high-tech et de matériel de communication militaire. Arnaud m'écartait toujours d'un revers de main, m'appelant un dinosaure qui ne comprenait rien à la logistique moderne. « Détends-toi, Laurent », disait-il en me tapant lourdement sur l'épaule. « C'est juste un décalage comptable. Arrête de t'inquiéter pour les chiffres et pense plutôt à ta retraite. » Avec le recul, ce n'était pas un conseil. C'était une menace. J'étais l'obstacle sur son chemin, le grain de sable qu'il fallait graisser ou remplacer. Je n'aurais jamais imaginé qu'il utiliserait ma propre famille pour y parvenir. Mon 55e anniversaire tombait un mardi. Je suis rentré épuisé, mes chaussures de sécurité alourdies par la poussière du sol de l'entrepôt. La maison était sombre, mais l'odeur d'un bœuf bourguignon, mon plat préféré, remplissait l'air. Camille a surgi de la cuisine, me surprenant avec un petit gâteau et cette boîte magnifiquement emballée. Nous n'avions pas beaucoup d'argent pour faire la fête, alors ce geste signifiait tout pour moi. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la lumière de la bougie vacillant contre la peinture écaillée des murs. Et pendant un instant, le stress causé par Arnaud et l'entrepôt s'est envolé. J'ai économisé pendant 3 mois, a dit Camille en glissant la boîte vers moi. Je sais que tu aimes écouter tes livres audio dans le bus. Ce sont les meilleurs sur le marché. Réduction de bruit, portée haut de gamme. J'ai ouvert la boîte pour découvrir des écouteurs Noirma et élégants. Ils avaient l'air chers. Trop chers. Camille, ma chérie, tu n'aurais pas dû, ai-je dit, la gorge nouée. Elle a simplement rayonné. J'ai trouvé une super affaire sur Internet, papa. Une vente de déstockage. Ne t'inquiète pas pour le prix. Tu mérites de belles choses. Je les ai mis et le silence a été instantané. Le monde s'est effacé. Je me suis senti aimé. Je me suis senti écouté. Je n'avais aucune idée que je venais de placer la preuve d'un crime majeur directement dans mes oreilles. Les jours qui ont suivi mon anniversaire ont été un tourbillon de bonheur. Je portais les écouteurs partout, écoutant des podcasts d'histoire pendant mon trajet et lors de mes pauses. Je me sentais moderne, connecté, mais l'atmosphère au travail devenait tendue. Les agents de sécurité fouillaient les casiers de manière aléatoire, et Arnaud restait enfermé dans son bureau des heures durant. Puis est venue l'interaction avec Jean-Marc, le vétéran, qui m'a averti. J'ai balayé ça d'un revers de main, pensant que Jean-Marc était paranoïaque. Il souffrait toujours de stress post-traumatique lié à ses missions et voyait souvent des menaces là où il n'y en avait pas. Je suis rentré chez moi ce vendredi-là en pensant que le pire de la semaine était derrière moi. J'étais assis dans mon fauteuil, les écouteurs sur la table d'appoint,
en train de regarder le journal télévisé du soir. Camille était dans la cuisine en train de préparer du thé. Soudain, la porte d'entrée a explosé. Une unité d'intervention du RAID, lourdement équipée et arme au poing, a envahi notre petit salon. J'ai été jeté au sol, les mains attachées avec des colliers de serrage avant même de pouvoir reprendre mon souffle. J'ai hurlé pour avoir une explication, mon cœur cognant contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. Ce n'était pas moi qu'ils cherchaient. Ils ont marché vers la cuisine et en ont traîné une Camille terrorisée et menottée, lui lisant ses droits pour recel de vol en bande organisée et trafic de technologie militaire restreinte. Si vous avez déjà ressenti le poids écrasant de l'injustice, en regardant quelqu'un que vous aimez souffrir, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Nous construisons une communauté qui défend la vérité. Et votre soutien nous aide à raconter ces histoires. La scène était chaotique. Mes voisins étaient sur le pas de leur porte, téléphone sorti, filmant la honte de ma vie. J'ai été relâché sur place, mais Camille a été poussée à l'arrière d'une voiture de police, le visage collé contre la vitre, sanglotant, articulant silencieusement « Je ne savais pas, papa. Je ne savais pas. » Alors que les gyrophares s'estompaient au loin, me laissant planter dans les débris de ma porte d'entrée, un inspecteur est resté en arrière. C'était un homme sévère aux yeux fatigués. Il a ramassé les écouteurs sur la table d'appoint avec une main gantée et les a glissés dans un sac à preuve. « Vous savez ce que c'est, Laurent » a-t-il demandé. « Ce ne sont pas des appareils électroniques grand public. C'est un prototype de système de communication volé dans une cargaison militaire que votre entrepôt était censé sécuriser la semaine dernière. Ils ont des traceurs intégrés, et la carte bancaire de votre fille est liée à l'achat auprès d'un receleur du marché noir que nous traquons depuis des mois. » Mes genoux ont lâché. Je me suis effondré sur le canapé. La vente de déstockage que Camille avait trouvée n'était pas du tout une vente. C'était un piège. Mais comment une étudiante infirmière de 22 ans pouvait-elle accidentellement acheter des prototypes militaires? Ça n'avait aucun sens. Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas, à moins que quelqu'un ne les ait forcées. Le lendemain matin, je suis arrivé au commissariat avant le lever du soleil. Ils ont refusé que je la voie. Ils m'ont dit qu'elle était en garde à vue et que des agents des services de renseignement étaient en route. Services de renseignement. Ces mots avaient le goût de la cendre dans ma bouche. J'avais besoin d'un avocat, un bon, mais mon compte d'épargne contenait moins de 2000 €. J'ai appelé tous les avocats commis d'office de l'annuaire jusqu'à ce qu'un finisse par accepter de me rencontrer. Il était jeune, surchargé de travail et sentait le café rassis, mais c'était tout ce que nous avions. Je suis allé travailler plus tard dans la journée, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais besoin de réponses. Dès que j'ai scanné mon badge, le voyant rouge a clignoté. Accès refusé. Un agent de sécurité, l'une des nouvelles recrues d'Arnaud, est sorti de la guérite. C'est fini pour toi ici, Laurent. Arnaud te veut dans son bureau pour signer tes papiers de licenciement. Escorte obligatoire. J'ai été escorté à travers l'entrepôt comme un criminel. Les regards des hommes et des femmes que j'avais supervisés pendant une décennie me brûlaient le dos. Certains détournaient les yeux de honte. D'autres me regardaient avec dégoût. Les rumeurs voyagent plus vite que la lumière dans un entrepôt. Ils pensaient tous que j'étais le voleur. Arnaud était assis derrière son bureau en acajou, regardant d'un air faussement désolé une pile de dossiers. C'était une comédie. « Je suis déçu, Laurent » a-t-il soupiré, sans même m'offrir un siège. J'ai toujours su que tu galérais avec ta retraite. Mais impliquer ta fille dans un réseau de vol, voler sur nos contrats militaires, c'est tomber bien bas. Je n'ai rien volé, et elle non plus, ai-je dit d'une voix sourde et menaçante. Elle a acheté un cadeau sur Internet. C'est une victime. Arnaud a ricané sombrement. Les traces écrites disent le contraire. Nous avons trouvé des journaux d'activité numérique sur ton poste de travail. Laurent accédant au code de la zone sécurisée. On dirait que tu as sorti le produit et qu'elle l'a revendu. La police a les historiques. C'est terminé. Il a fait glisser un papier sur le bureau. Signe ça. Ça n'admet rien. Ça reconnaît juste que tu es licencié pour faute grave. Si tu signes, peut-être que l'entreprise ne te poursuivra pas pour des dommages-intérêts au civil en plus des poursuites pénales. J'ai regardé son visage suffisant, le visage d'un homme qui avait gagné. J'ai alors compris que le décalage comptable n'était pas un décalage.
C'était un coup monté. Il avait besoin d'un bouc émissaire pour les stocks disparus. Et il avait passé des mois à tisser une toile autour de moi. Les semaines qui ont suivi ont été une descente aux enfers. Camille a été libérée sous contrôle judiciaire en payant une caution grâce à une lourde hypothèque que j'ai prise sur la maison, mais elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. L'école d'infirmière l'a suspendue en attendant la fin de l'enquête. Elle passait ses journées dans sa chambre à fixer le mur, terrifiée par une peine de prison qui pouvait aller jusqu'à 10 ans. Je ne trouvais pas de travail, qui embauche un responsable logistique de 55 ans sous le coup d'une enquête pour vol aggravé. Nous avons survécu avec des pâtes premier prix et la charité des restos du cœur, cachant nos visages lorsque nous allions récupérer nos cartons de nourriture. L'isolement était la pire des choses. Les amis ont cessé d'appeler. Les voisins traversaient la rue pour nous éviter. Nous étions des parias. Je passais mes nuits à revoir la chronologie pour trouver une faille dans l'armure d'Arnaud. Mais il avait parfaitement couvert ses traces. Il avait utilisé mes identifiants de connexion, que je devais parfois partager avec la direction en tant que superviseur, pour falsifier les registres. C'était sa parole contre la mienne, et il avait les avocats d'entreprise et les preuves numériques. Je sentais les ténèbres m'envahir, un désespoir qui me murmurait de simplement abandonner, d'accepter de plaider coupable pour sauver Camille. Un mardi pluvieux, j'étais assis sur un banc de parc à fixer le ciel gris lorsqu'une ombre s'est abattue sur moi. C'était Jean-Marc, le vétéran de l'entrepôt. Il portait un sweat à capuche et regardait nerveusement par-dessus son épaule. Il s'est assis à l'autre bout du banc, sans me regarder. « Je ne peux pas rester longtemps » a-t-il marmonné. Arnaud a des yeux partout. Il a viré l'équipe de sécurité de nuit et a fait venir ses propres gars. « Pourquoi es-tu là, Jean-Marc » ai-je demandé, trop fatigué pour ressentir de la colère. « Parce que je sais ce qu'étaient ces écouteurs » a dit Jean-Marc. « J'ai servi dans une unité de transmission. Cette technologie, elle n'est pas seulement précieuse. Elle est spécifique. Elle a une fréquence localisée pour les communications d'escouade. Mais voici le truc, Laurent. Cette cargaison n'est jamais vraiment arrivée à l'entrepôt. » J'ai froncé les sourcils. « Comment ça ? Les registres disent que je l'ai volé dans la cage sécurisée. »« Les registres sont faux » a chuchoté Jean-Marc. Je travaillais sur le quai de réception. J'ai vu le bordereau. Les caisses militaires étaient légères, vides. Arnaud ne les a pas volées dans l'entrepôt. Il les a volées avant même qu'elles n'arrivent. Ou alors, il est de mèche avec le fournisseur. Il a placé ses unités spécifiques en ligne pour que ta fille les achète. Il a ciblé son adresse IP. Il l'a appâté. Les mots de Jean-Marc ont allumé un feu dans mes tripes que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Ce n'était pas juste un coup monté. C'était un prédateur chassant sa proie. Arnaud avait traqué l'empreinte numérique de ma famille. Il savait que Camille cherchait un cadeau. Il savait que mon anniversaire approchait. C'était malade. C'était personnel. Comment on le prouve, ai-je demandé. Il y a un bordereau secondaire, a dit Jean-Marc. Le journal de bord physique du chauffeur. C'est du papier à l'ancienne. Arnaud pense que tout est numérique, alors il n'a pas détruit les copies papier dans les archives au sous-sol. Mais les archives doivent être broyées vendredi. Nous étions mercredi. Nous avions 2 jours. 2 jours pour nous introduire dans un bâtiment d'où j'étais banni, trouver un morceau de papier qui n'existait peut-être pas et sauver la vie de ma fille. J'ai regardé Jean-Marc. Pourquoi m'aider? Tu pourrais perdre ta retraite. Jean-Marc m'a regardé, le regard dur. Parce que tu étais le seul patron qui ne me traitait pas comme un jouet cassé. Et parce que j'ai prêté serment de protéger les innocents. Je ne l'oublie pas juste parce que j'ai pointé à la fin de mon service. Le plan était désespéré et dangereux. Jean-Marc devait laisser la sortie de secours latérale de l'entrepôt entrouverte pendant le changement d'équipe à 3 heures du matin. Je connaissais la disposition du bâtiment mieux que celle de ma propre maison. J'ai déterré mon vieil uniforme, celui qu'il ne m'avait pas retiré, et une paire de gants sombres. Camille m'a vu me préparer dans la cuisine. Elle ne m'a pas demandé d'arrêter. Elle m'a juste serré dans ses bras, sa prise forte et désespérée. « Reviens » a-t-elle murmuré. « S'il te plaît, reviens. » J'ai marché dans les rues sombres de Lyon, l'air froid me mordant le visage. Chaque ombre ressemblait à un policier. Chaque bruit de voiture me faisait sursauter.
J'étais un citoyen respectueux des lois sur le point de commettre un cambriolage. Mais la loi m'avait laissé tomber. Le système m'avait laissé tomber. Parfois, la justice est quelque chose qu'il faut prendre soi-même, la reprendre à ceux qui l'ont cachée. J'ai atteint le périmètre de l'entrepôt. Il se dressait dans le ciel nocturne comme une forteresse. Je me suis glissé à travers un trou dans le grillage que j'avais prévu de signaler pour réparation des mois plus tôt. Ironique de voir comment mon propre oubli était maintenant mon salut. J'ai attendu près des poubelles, l'odeur du carton pourri et de l'huile m'envahissant les narines. À 3 heures du matin exactement, la lourde porte en acier a cliqué et s'est entr'ouverte de quelques centimètres. Jean-Marc avait tenu parole. Je me suis glissé à l'intérieur. L'entrepôt était une cathédrale d'ombre. Le bourdonnement des unités de réfrigération était assourdissant dans ce silence. Je me suis dirigé vers les archives au sous-sol, en restant dans les angles morts des caméras que j'avais moi-même aidé à installer. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il déclencherait les détecteurs de mouvement. J'ai atteint la porte de la salle des archives. Verrouillée, bien sûr. J'ai sorti un outil de tension, un instrument de mon époque de bricoleur, et je me suis attaqué à la serrure. La sueur me coulait dans les yeux. 1 minute s'est écoulée, puis 2. Clic. La salle des archives sentait la poussière et les secrets. Des rangées de classeurs s'étiraient dans l'obscurité. J'avais une lampe de poche avec un filtre rouge pour minimiser la lueur. J'avais besoin du classeur de réception Q3. J'ai balayé les étagères frénétiquement. Q1. Q2. L'emplacement pour Q3 était vide. Mon estomac s'est noué. Arnaud était arrivé le premier. Je suis tombé à genoux, braquant la lumière sous les étagères, priant pour un miracle. Puis je l'ai vu. Pas le classeur, mais une feuille de papier volante qui avait glissé derrière le rayonnage métallique. C'était une note de remise du chauffeur. Je l'ai retirée, les mains tremblantes. Elle était datée du jour de la prétendue livraison. Avec une écriture gribouillée, le chauffeur avait écrit « Écart de poids de la cargaison, 18 kilos manquants ». Le directeur Arnaud a signé une réception à l'aveugle, a ordonné de ne pas peser. Il y avait la signature d'Arnaud. Il avait accepté les boîtes vides en toute connaissance de cause. Il avait autorisé la fraude avant même que les boîtes n'entrent dans le bâtiment. Ce bout de papier prouvait qu'il savait que l'inventaire manquait avant même que je sois accusé de l'avoir volé. J'ai plié le papier et je l'ai fourré dans ma poche, me tournant pour partir. Les lumières de la pièce se sont soudainement allumées. Je me suis retourné, aveuglé. Arnaud se tenait dans l'embrasure de la porte, flanqué de 2 de ses gorilles de la sécurité privée. Il ne souriait pas cette fois. Il tenait un tasé. « Je savais que tu reviendrais, Laurent, a-t-il craché. Les rats reviennent toujours chercher le fromage. Jean-Marc est un très mauvais menteur. Je l'ai vu sur la caméra en train de bloquer la porte. Mon sang n'a fait qu'un tour. Où est Jean-Marc? On s'occupe de son cas, a dit Arnaud en s'avançant. Et maintenant, c'est ton tour. Effraction et espionnage industriel. La police va te trouver ici en train de résister à ton arrestation. Quoi qu'il arrive ensuite, ce sera de la légitime défense. Les gardes se sont approchés. J'avais 55 ans, je n'étais pas un combattant. Mais j'avais une fille à sauver. J'ai jeté le lourd dévidoir de scotch en métal du bureau le plus proche sur le boîtier d'alarme incendie au mur. Le verre s'est brisé. Les sirènes ont commencé à hurler. Les asperceurs au plafond ont éclaté, inondant la pièce d'une pluie chaotique d'eau sale. Dans la confusion, j'ai couru. Je n'ai pas couru vers la porte. J'ai couru vers la salle des serveurs. L'eau trempait tout, créant un brouillard. Le garde a glissé sur le carrelage mouillé. Je me suis engouffré dans la salle des serveurs, verrouillant la lourde porte derrière moi. Je savais qu'elle ne tiendrait que quelques minutes. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo haute résolution du document. Puis j'ai fait la seule chose à laquelle Arnaud ne s'attendait pas. Je n'ai pas appelé la police. J'ai appelé le numéro de liaison de la gendarmerie militaire indiqué sur la feuille de contact d'urgence épinglée au mur. Un numéro que j'avais mémorisé des années plus tôt pour les incidents critiques. Ici Laurent, numéro d'identification 4922, ai-je crié par-dessus l'alarme. Je suis dans la salle des serveurs du centre logistique.
J'ai la preuve d'une fraude au contrat et du vol d'équipements classifiés par le directeur du site. Je suis traqué par la sécurité privée. Envoyez la gendarmerie prévôtale. J'entendais les gardes marteler la porte. Le métal pliait. Je me suis affaissé contre les baies de serveur bourdonnantes, serrant le morceau de papier mouillé contre ma poitrine, et j'ai attendu. La porte a cédé dans un fracas assourdissant. Les gardes se sont précipités à l'intérieur, matraque levée. Je me suis recroquevillé en boule, protégeant la preuve. Le premier coup a frappé mon épaule, envoyant une onde de choc de douleur le long de mon bras. Mais avant que le deuxième coup ne puisse s'abattre, une voix a résonné dans le système de sonorisation du bâtiment. Pas l'alarme incendie, mais un mégaphone. Force de l'ordre, lâchez vos armes. Allongez-vous au sol. L'intervention avait été rapide, plus rapide que la police ordinaire. L'armée prend le vol de sa technologie très au sérieux. Les gardes se sont figés. Arnaud, debout dans l'embrasure de la porte, a pâli. Il a essayé de s'enfuir pour se fondre dans la masse des travailleurs de nuit en cours d'évacuation, mais il n'a pas fait 3 mètres. J'ai observé depuis le sol les hommes en tenue tactique envahir le couloir. Ils n'étaient pas là pour arrêter le voleur. Ils étaient là pour sécuriser le matériel sensible. Et pour la première fois depuis des mois, le matériel, ce n'était pas les écouteurs. C'était moi. Les jours suivants ont été un tourbillon de réhabilitation judiciaire. Le document que j'avais trouvé, combiné au témoignage de Jean-Marc, il avait été tabassé mais était en vie, a fait éclater l'affaire au grand jour. Les experts comptables ont trouvé les comptes offshore d'Arnaud en moins de 48 heures. Il ne m'avait pas seulement piégé. Il vendait de la technologie militaire à des acheteurs étrangers depuis des années, utilisant les sites de déstockage pour blanchir l'argent via des acheteurs naïfs comme ma fille. Les charges contre Camille ont été abandonnées avec un non-lieu définitif. Le procureur s'est excusé personnellement auprès d'elle. La police a rendu les écouteurs, bien que nous les ayons écrasés avec un marteau dans le jardin, juste pour être sûr. On m'a proposé de reprendre mon poste avec une augmentation substantielle et le paiement de mes arriérés de salaire. Je me suis tenu dans l'entrepôt, regardant l'endroit où Jean-Marc m'avait averti. L'air avait la même odeur. Les machines bourdonnaient la même mélodie. Mais j'étais différent. J'ai refusé l'offre d'emploi. J'ai pris l'argent de l'accord à l'amiable pour licenciement abusif et j'ai remboursé la maison. J'ai payé l'intégralité des frais de scolarité de Camille. Je ne pouvais pas travailler pour une entreprise qui avait permis à un monstre de prospérer, même si le monstre était parti. Jean-Marc a pris sa retraite, lui aussi. Nous nous retrouvons pour boire un café tous les mardis. Nous ne parlons pas beaucoup de cette nuit-là, mais il y a une entente silencieuse entre nous. Nous sommes les survivants d'une guerre menée dans les allées d'un centre logistique. Camille a obtenu son diplôme. Elle travaille aux urgences maintenant. Elle est forte, plus forte qu'elle ne l'était avant. Elle a appris que le monde n'est pas juste, que la gentillesse peut être utilisée comme une arme. Mais elle a aussi appris que son père serait prêt à réduire le monde en cendres pour la sauver. Et c'est une leçon qui vaut plus que n'importe quel cadeau. Je pense toujours à cet anniversaire. C'était censé être une célébration de la vie, et cela a failli signer la fin des nôtres. Cela m'a appris que la confiance est une monnaie qu'il faut dépenser avec parcimonie. Nous supposons que les figures d'autorité ont raison, que le système fonctionne et que la vérité nous protège. Mais parfois, la vérité n'est qu'un morceau de papier caché derrière une étagère métallique, attendant que quelqu'un d'assez courageux le trouve. Nous vivons dans un monde où l'innocence ne protège pas du pouvoir. Mais nous vivons aussi dans un monde où l'amour d'un père est plus fort que la cupidité d'un manager corrompu.